Chaque matin, ma journée commence de la même manière. Le craquement du plancher sous mes pieds, l'odeur du café et le léger bruissement des pages du calendrier que je feuillette en barrant un autre jour. Ma maison à Verneuil est vieille, comme la plupart des maisons de notre ville. 2 étages, une peinture écaillée sur la façade et une véranda qui grince. Elle a été le témoin de 65 ans de ma vie. Je m'appelle Hélène Picard. Je travaille à la poste locale depuis 20 ans, triant les lettres et les colis qui arrivent dans notre petite ville. Non, ce n'est pas le métier dont je rêvais quand j'étais jeune, mais il m'a permis de joindre les 2 bouts depuis la mort d'Émile, mon mari. Il est décédé il y a 5 ans. Une crise cardiaque l'a emporté si vite que je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Ce mercredi matin-là, je me suis levée à 6 heures comme d'habitude, j'ai préparé du café et des tartines, puis j'ai allumé la radio. La voix du présentateur marmonnait quelque chose sur la hausse des prix du carburant. Autrefois, ce genre de nouvelles m'aurait angoissée. Mais maintenant, j'ai appris à ignorer ce que je ne peux pas changer. Un autre jour, Émile, ai-je dit en regardant la photo de mon mari sur la table de la cuisine. On le voyait souriant, exhibant sa prise, une énorme truite qu'il avait pêchée au lac de Chesney. C'était l'une de ses rares faiblesses, la pêche. Pour le reste, Émile était économe jusqu'à l'avarice. Chaque centime compte, Hélène, disait-il souvent, en scrutant la facture d'électricité ou en refusant une nouvelle chemise parce que l'ancienne était encore tout à fait portable. Grâce à sa frugalité, nous avions de petites économies. Rien de grandiose, 28 000 € sur un compte en banque et une maison dont le crédit était remboursé depuis longtemps. Pour beaucoup, cela peut sembler peu, mais pour moi, c'était un coussin de sécurité en cas de maladie ou d'autres imprévus. Après avoir fini mon café, j'ai enfilé ma chemise d'uniforme de la poste, une chemise bleu clair avec un emblème sur la poche. 20 minutes plus tard, j'étais devant la table de tri de notre petit bureau de poste. Bonjour, Hélène. Denise, la seule collègue avec qui je partageais le service du matin, m'a saluée. Denise avait 10 ans de moins que moi, mais elle se plaignait déjà d'arthrite dans les doigts. Comment ça va aujourd'hui? Comme d'habitude, ai-je répondu en enfilant mes gants de travail. Café, radio et conversation avec la photo de mon mari. Je crois que je deviens cette vieille folle dont les enfants parlent. Denise a ri. Tu es loin d'être folle, juste un peu particulière. J'ai souri. J'aimais le fait que personne dans notre petit groupe ne prenait la vie trop au sérieux. Nous faisions des blagues en triant le courrier, et la journée passait plus vite. Cédric a appelé, a dit Denise en me tendant une pile d'enveloppes. Il a demandé à quelle heure tu finissais aujourd'hui. J'ai soupiré. Cédric, mon fils unique, était un homme compliqué. À 39 ans, il n'avait toujours pas appris à voler de ses propres ailes. Enfant, c'était un garçon adorable avec des fossettes sur les joues et des cheveux blonds comme ceux d'Émile. Il s'asseyait souvent sur le porche en attendant que son père rentre du travail et était le premier à courir à sa rencontre. Mais l'adolescence a tout changé. Cédric a commencé à fréquenter de mauvaises compagnies, à sécher les cours, et à 16 ans, il a été surpris en train de voler à l'étalage. Émile a été dur avec lui. Un homme doit assumer la responsabilité de ses actes, disait-il. Mais j'ai toujours défendu mon fils, trouvant des excuses à son comportement. C'était peut-être mon erreur. Quand Cédric a eu 18 ans, il a abandonné ses études et a trouvé un travail dans un atelier de mécanique. Il y est resté 3 mois. Puis il y a eu le bâtiment, une station-service, un service de livraison. Il ne restait jamais longtemps au même endroit. Et puis les emprunts ont commencé. Au début, c'était de petites sommes. Maman, j'ai besoin de 50 € avant la paie, ou je te rembourse le mois prochain, c'est promis. Mais il ne remboursait jamais. Et les sommes sont devenues de plus en plus importantes. Qu'est-ce qu'il voulait cette fois? Ai-je demandé à Denise, même si je connaissais déjà la réponse. Il n'a pas dit, a-t-elle répondu en haussant les épaules. Mais sa voix était tendue. Cela signifiait que Cédric avait encore des ennuis. J'ai continué à trier, en essayant de ne pas penser à ma conversation imminente avec mon fils. Au fil des années passées à la poste, j'avais appris à identifier le contenu des enveloppes à leur apparence. Les enveloppes épaisses et formelles contenaient généralement des factures ou des avis officiels. Les enveloppes fines et colorées contenaient des publicités, et les lettres manuscrites se faisaient rares à l'ère du numérique. À midi, j'ai pris une pause et je suis allée dans un petit café en face de la poste. Assise à la fenêtre avec une tasse de thé, j'ai vu la berline cabossée de Cédric entrer sur le parking. Il a coupé le moteur mais n'est pas sorti tout de suite de la voiture.
Je l'ai vu parler au téléphone en gesticulant vigoureusement. Son visage exprimait l'inquiétude. Finalement, il est sorti de la voiture et s'est dirigé vers le café. J'ai remarqué que son jean avait l'air neuf et qu'une montre que je n'avais jamais vue brillait à son poignet. Je me suis demandé où il avait trouvé l'argent pour ses achats. « Salut, maman », a dit Cédric en s'asseyant en face de moi. Il a essayé de sourire, mais c'était un sourire étrange. « Comment ça va ? » « Bien », ai-je dit en étudiant son visage. Malgré ses tentatives pour paraître insouciant, il y avait de la tension dans ses yeux. « Et toi ? » « Je vais bien », a-t-il répondu trop vite. « Le travail marche bien. Valérie est contente de son nouveau poste à la compagnie d'assurance. Et Perle, tu devrais voir ses dessins. Elle devient une véritable artiste. » J'ai souri à la mention de ma petite fille. Perle, la fille de 6 ans de Cédric et Valérie, était la lumière de ma vie. Contrairement à son père, elle était responsable au-delà de son âge et disait toujours la vérité, même quand ce n'était pas facile. « Je suis contente de l'entendre », ai-je dit. « Je n'ai pas vu Perle depuis longtemps. Pourquoi ne l'amènes-tu pas ce week-end ? » « Bien sûr. » Cédric a hoché la tête, mais je le voyais taper nerveusement des doigts sur la table. « Écoute, maman, j'ai un petit problème. » Voilà, on y était. Je savais que la conversation en viendrait là. « Qu'est-ce que c'est cette fois ?» ai-je demandé, en essayant de garder une voix neutre. « Je dois payer des réparations de voiture », a-t-il dit en évitant mon regard. « La boîte de vitesse est cassée, et je ne peux pas travailler sans voiture. Ça coûte 2000 €, mais je n'ai que 800 € en ce moment. Je te rembourserai tout le mois prochain, c'est promis. » Je l'ai regardé, me souvenant de toutes ses promesses précédentes. Combien de fois avait-il dit la même chose ? Des dizaines. Des centaines. Et combien de fois avait-il réellement rendu l'argent ? Jamais. « Cédric, ai-je commencé ? La dernière fois que tu m'as demandé de l'argent, c'était pour des difficultés temporaires. Et la fois d'avant aussi. Je t'ai donné près de 3000 € au cours des 6 derniers mois. Où est passé cet argent ? » Son visage s'est tendu. « Je te l'ai dit. Le crédit de la voiture, les factures de la maison, l'école de Perle. La vie est chère, maman. Tout le monde ne peut pas être aussi économe que papa. » La mention d'Émile m'a piqué au vif. Cédric savait que c'était un sujet sensible. « Ton père était économe parce qu'il pensait à l'avenir », ai-je dit. « Notre avenir, et le tien aussi. » Ouais. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais parti nulle part. On a porté les mêmes vêtements pendant des années, et on a vécu à la limite de la pauvreté alors qu'on avait de l'argent, a rétorqué Cédric. À quoi bon économiser si on ne profite pas de la vie ? C'était une vieille dispute. Cédric avait toujours pensé qu'Émile et moi étions trop économes, que nous mettions la vie entre parenthèses. Il ne réalisait pas que c'était grâce à cette frugalité que j'avais maintenant une maison et un compte en banque, alors que lui, avec sa philosophie du « vivre au jour le jour », était constamment endetté. « Je ne peux pas te donner 1200 €, Cédric », ai-je dit fermement. « J'ai moi-même des factures de chauffage et je dois remplacer le chauffe-eau. » Ce n'était que partiellement vrai. Le chauffe-eau était vraiment en panne, mais je pouvais me permettre de le remplacer et d'aider mon fils. Cependant, j'en avais assez d'être son distributeur de billets. Le visage de Cédric s'est assombri. « Sérieusement, maman, tu refuses d'aider ton propre fils ? Ce n'est pas comme si je demandais pour rien. C'est pour le travail. Sans voiture, je ne peux pas aller chez mes clients. » « Et Valérie ? Elle ne peut pas aider ? » ai-je demandé. « Tout son salaire part dans le remboursement de son prêt étudiant, et sa mère est en maison de retraite, » a répondu Cédric rapidement. Trop rapidement. Je savais que la mère de Valérie vivait avec sa sœur en Bretagne et qu'elle était en parfaite santé. « Écoute, Cédric, » ai-je soupiré. « Je peux te donner 500 €. Pas plus. Et cette fois, j'attends vraiment un remboursement. » Son visage exprimait un mélange de déception et de soulagement. « D'accord, merci. C'est mieux que rien. Je prendrai le reste à crédit. » Un autre crédit, ai-je pensé, mais je n'ai rien dit. Cédric était un adulte et prenait ses propres décisions, même si elles étaient mauvaises. Après le déjeuner, Cédric est parti et je suis retournée à la poste, le cœur lourd. J'aimais mon fils, mais ses problèmes financiers constants m'épuisaient. Parfois, je me demandais ce qu'Émile aurait dit en voyant ce que notre garçon était devenu. Il aurait probablement été déçu de nous deux, de Cédric pour son irresponsabilité, et de moi pour l'avoir laissé me marcher sur les pieds.
Le reste de la journée s'est déroulé dans la routine habituelle. J'ai trié des lettres, répondu aux questions des visiteurs et rempli des formulaires. Ce travail ne demandait pas beaucoup d'effort mental, ce qui me permettait de me plonger dans mes pensées. Je pensais à Cédric, à Perle, à l'argent que j'économisais pour les mauvais jours. J'avais toujours pensé que cet argent me serait utile dans mes vieux jours, quand je ne pourrais plus travailler. Mais si Cédric continuait à demander de plus en plus, que me resterait-il? À 17 heures, j'ai terminé mon service et je suis sorti. L'air d'automne était frais et les feuilles des arbres commençaient à jaunir. Je suis rentré chez moi lentement, profitant du silence des petites rues de Verneuil. Cette ville n'avait jamais changé. Les mêmes magasins, les mêmes visages, le même rythme de vie. Tout le monde se connaissait ici, et les nouvelles se propageaient plus vite qu'un feu de forêt. À la maison, je me suis préparé un dîner simple, une soupe de poule et des tartines beurrées. J'ai allumé la télévision pour combler le silence, mais je n'écoutais pas vraiment l'émission. Mes pensées tournaient toujours autour de la conversation avec Cédric. 1 heure plus tard, le téléphone a sonné. C'était Valérie, ma belle-fille. Contrairement à Cédric, elle semblait toujours plus responsable. Bien que dernièrement, j'avais remarqué qu'elle le soutenait souvent dans ses demandes d'argent. « Bonsoir, Hélène », a-t-elle dit de sa voix douce. « Comment vas-tu ? » « Bien, merci », ai-je répondu. « Et toi ? » « Bien. » Une pause a suivi. « Écoute, Cédric m'a dit qu'il t'avait parlé aujourd'hui. Je savais où cela allait mener. Oui, il m'a demandé de l'argent pour réparer sa voiture. Je lui ai donné 500. Il me l'a dit, a dit Valérie. Écoute, je sais que nous venons souvent te demander de l'aide et j'apprécie ton soutien, mais la situation est vraiment difficile. Cédric a peur de perdre son travail sans voiture. Et ton salaire ? Ai-je demandé directement. Tu travailles dans une compagnie d'assurance, non ? Il y a eu une pause. Oui, mais nous avons beaucoup de dépenses. Perle a besoin de nouvelles bottes d'hiver, plus le remboursement de la maison. J'écoutais ses excuses, en pensant à la fréquence de ces conversations au fil des ans. Il y avait toujours un besoin urgent, toujours une crise qui ne pouvait être résolue qu'avec mon argent. Valérie, les jeux interrompus. J'ai déjà dit à Cédric que je ne pouvais donner que 500. C'est tout. Mais Hélène, a-t-elle dit avec une note suppliante dans la voix. Tu sais que tu as des économies. C'est une crise familiale. Une crise familiale. Comme si cela justifiait tout. J'ai des économies pour mes vieux jours, ai-je dit fermement. Je ne veux pas être un fardeau pour vous quand je ne pourrai plus travailler, et c'est pourquoi je ne peux pas dilapider cet argent. Mais nous sommes une famille, s'est exclamée Valérie. Tu ne veux pas aider ton fils. Je l'aide, ai-je répondu. 500 €, c'est de l'aide. Pour le reste, il doit se débrouiller seul. La conversation s'est terminée sur une note tendue. Valérie a dit qu'ils amèneraient Perle le week-end et a raccroché. Je suis restée assise avec le téléphone à la main, ressentant un mélange de culpabilité et d'irritation. Peut-être avais-je vraiment été trop dure. Après tout, Cédric était mon unique enfant. Mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait de toutes les leçons d'Émile sur la responsabilité financière, me disait que j'avais bien fait. Cédric n'apprendrait jamais à se débrouiller seul si je continuais à le sauver. Avant d'aller me coucher, j'ai vérifié mon compte en banque en ligne. 28 450 €. Pas énorme pour quelqu'un de mon âge, mais assez pour ressentir une certaine sécurité. J'ai pensé à la difficulté avec laquelle Émile et moi avions travaillé pour économiser cet argent. Comment nous nous étions privés de beaucoup de choses pour assurer l'avenir. J'ai éteint l'ordinateur et je me suis allongée dans mon lit, regardant le plafond. La maison était silencieuse. Seule la vieille horloge du salon égrenait les secondes. Je pensais à Cédric, à ses problèmes financiers constants, à la façon dont il changeait quand il s'agissait d'argent. Quelque part au fond de moi, j'avais peur qu'un jour il puisse faire quelque chose de désespéré pour obtenir ce qu'il pensait lui être dû. C'est avec ces pensées que je me suis endormie, sans me douter que mes craintes se révéleraient prophétiques. 2 semaines s'étaient écoulées depuis notre conversation avec Cédric au café. Pendant ce temps, il était venu 2 fois avec Valérie et Perle, ce qui était inhabituel. Auparavant, il ne venait pas me voir plus d'1 fois par mois. J'ai remarqué un changement dans leur comportement. Cédric est devenu particulièrement attentionné. Il s'est intéressé à ma santé, m'a proposé de l'aide pour la maison, a même réparé un robinet qui fuyait dans la cuisine pour lequel j'étais sur le point d'appeler un plombier.
Valérie apportait des pâtisseries maison et me posait de longues questions sur mes projets d'avenir. As-tu pensé à déménager dans un appartement plus petit? M'a-t-elle demandé dimanche dernier en m'aidant à faire la vaisselle après le dîner. Cette grande maison demande tellement d'entretien, et tu n'es plus toute jeune. J'aime ma maison, ai-je dit en essuyant mon assiette. C'est là que j'ai passé toute ma vie avec Émile. Et puis, qu'est-ce que je vais faire de toutes mes affaires? Tu pourrais les vendre ou les donner, a haussé Valérie. D'ailleurs, Cédric a un ami dans l'immobilier. Il dit que c'est le bon moment pour vendre. J'ai regardé ma belle-fille attentivement. Il y avait une insistance dans sa voix qui m'a rendue méfiante. Je ne vais pas vendre la maison, Valérie, ai-je dit fermement. Du moins, tant que je pourrai m'en occuper. Elle a rapidement changé de sujet, mais la conversation m'a fait réfléchir. Pourquoi s'intéressait-il soudainement autant à ma maison? Et pourquoi venait-il plus souvent? La réponse est venue le lendemain, lorsque Cédric m'a appelé au travail. Maman, écoute. J'ai un petit problème, a-t-il commencé après les salutations habituelles. Tu te souviens de Thibaut, à l'école? Son frère travaille à la banque et il m'a parlé d'un investissement lucratif. Des actions d'une entreprise technologique qui est sur le point d'entrer en bourse. Si on investit maintenant, on peut tripler la mise en un mois. J'ai senti les muscles de mon cou se raidir. J'avais vu assez de lettres de victimes d'escroquerie au cours de mes années à la poste pour savoir que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Combien faut-il investir? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Au moins 5 000, a dit Cédric. Mais je pensais à 10 000. Tu imagines, dans un mois, ce serait 30 000 euros? On pourrait partager les bénéfices. Où vas-tu trouver 10 000 euros? Ai-je demandé, bien que la réponse fût évidente. Il y a eu une pause. Eh bien, je pensais que tu pourrais peut-être les prêter. Tu as des économies et c'est une vraie chance de les faire fructifier. Voilà. Je me suis félicité mentalement de n'avoir jamais dit à Cédric le montant exact sur mon compte. Il pensait manifestement que j'avais beaucoup plus d'argent que ce n'était le cas. Cédric, je ne vais pas investir dans des combines douteuses, ai-je dit. Et tu ne devrais pas non plus. Ce n'est pas une combine douteuse, a-t-il objecté. Le frère de Thibaut est un professionnel. Il sait ce qu'il fait. C'est une information d'initié, maman. Des opportunités comme ça ne se présentent pas tous les jours. C'est exactement pour ça que je suis inquiète, ai-je répondu. Le délit d'initié est illégal, Cédric. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Il a soupiré. Tu es toujours comme ça, tu as peur de prendre des risques et tu rates les opportunités. C'est pour ça que papa et toi avez vécu toute votre vie dans ce trou perdu au lieu de... Au lieu de quoi? Les jeux interrompus. Au lieu d'investir dans des entreprises douteuses et de se retrouver sans le sou? Émile avait raison d'économiser, et tu le sais. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Quand Cédric a repris la parole, sa voix semblait plus sobre. D'accord, oublie ça. Je voulais juste nous aider tous les deux à gagner un peu d'argent. Mais si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. La conversation s'est terminée peu après, me laissant avec un sentiment de malaise. Ce n'était pas la première idée d'investissement douteuse de Cédric. Au cours des dernières années, il m'avait suggéré d'investir dans les crypto-monnaies, dans une start-up de sacs écologiques, et même d'ouvrir une boulangerie, alors que ni lui ni Valérie n'avaient la moindre expérience en la matière. Chaque fois, j'avais refusé, et chaque fois, il m'avait accusé d'être trop conservatrice et d'avoir peur de prendre des risques. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je ratais vraiment des opportunités à cause de ma prudence. Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont Émile mettait méthodiquement de l'argent de côté chaque mois. Comment nous mangions des repas simples et achetions des vêtements en solde pour nous assurer une vieillesse paisible, et je me suis senti mieux. Le lendemain, Cédric a rappelé, mais cette fois, son ton était complètement différent. « Maman, je suis désolé pour hier, a-t-il dit. Tu avais raison à propos de cet investissement. J'ai parlé à une autre connaissance et il a dit que ça semblait suspect. J'ai été surprise par ses excuses. Cédric n'admettait généralement pas ses erreurs. Je suis contente que tu t'en sois rendu compte, ai-je dit doucement. Ouais, a-t-il dit à voix basse. Écoute, j'ai un service à te demander. Valérie a un rendez-vous chez le médecin demain et on n'a personne pour garder Perle. Pourrais-tu la surveiller? Ce sera pour environ 2 heures, maximum. Bien sûr, ai-je accepté immédiatement. Malgré les difficultés avec Cédric, j'adorais ma petite fille.
Amène-la. Je serai à la maison toute la journée. Merci, maman. Il avait l'air soulagé. Oh, je dois récupérer des papiers à la banque. Pourrais-tu me donner ta carte? Je dois prouver que je suis ton fils, et ensuite ils me montreront les informations sur l'héritage de l'oncle Robert. J'ai froncé les sourcils. L'oncle Robert, le frère d'Émile, était mort il y a plus de 10 ans et n'avait laissé aucun héritage. De quel héritage parles-tu, Cédric? Oncle Robert a tout donné à son église. Non. Il s'avère qu'il y avait des actions à ton nom, a dit Cédric rapidement. La banque m'a appelé et m'a dit que je devais venir avec une preuve de filiation. Je sentais l'anxiété monter en moi. Cédric mentait de toute évidence. Mais pourquoi? Si la banque veut me contacter au sujet d'un héritage, ils enverront une lettre ou m'appelleront directement, ai-je dit. Et ils n'ont pas besoin de ma carte pour prouver ta filiation. Un acte de naissance suffira. Mais maman, ils ont dit. Cédric, les jeux interrompus. Je ne te donne pas ma carte bancaire. S'il y a un quelconque héritage, j'irai à la banque et je réglerai ça moi-même. Il y a eu une longue pause. D'accord, a-t-il finalement dit avec une irritation évidente. J'essayais juste d'aider. Mais si tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas une question de confiance, ai-je rétorqué. Bien que ce fût exactement le problème. C'est juste quelque chose que l'on doit faire en personne. Comme tu voudras, a dit Cédric froidement. J'amènerai Perle demain de toute façon. Après cette conversation, je n'ai pas pu me défaire d'un sentiment de malaise. Pourquoi Cédric avait-il besoin de ma carte bancaire? Et quelle était cette histoire soudaine d'un héritage de l'oncle Robert? Ce soir-là, j'ai sorti ma carte de mon portefeuille et l'ai examinée attentivement. Elle était vieille, avec des bords effilochés et des chiffres qui commençaient à s'effacer. Je l'utilisais rarement, préférant payer en espèces. Peut-être que j'aurais dû en commander une nouvelle, ou, compte tenu du comportement étrange de Cédric, changer le code PIN. J'ai appelé la banque et après une courte conversation avec l'opérateur, j'ai changé le code. Maintenant, au lieu de la date de naissance de Cédric, oui, j'étais aussi prévisible que ça. Le code était la date de notre mariage, à Émile et moi. Cela m'a apporté un certain soulagement, mais l'anxiété n'avait pas complètement disparu. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. La journée s'annonçait douce, une de ces journées d'automne doré où le soleil est encore chaud, mais l'air est déjà plein de fraîcheur. J'ai ouvert les fenêtres pour aérer la maison et j'ai commencé à me préparer pour l'arrivée de Perle. La petite adorait dessiner, alors j'ai sorti le carnet de croquis et les crayons de couleur que je gardais spécialement pour elle. J'ai aussi fait des cookies aux pépites de chocolat, ses préférés. L'odeur de vanille et de chocolat a rempli la cuisine, me rappelant l'époque où Cédric était petit et où je lui préparais les mêmes cookies. La sonnette a retenti à 11 heures précises. Cédric se tenait sur le seuil, tenant la main de Perle. La petite a souri en me voyant, et j'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. Elle était aussi blonde que Cédric l'avait été enfant, mais ses yeux étaient comme ceux de Valérie, brun foncé et attentifs. « Mamie !» s'est-elle exclamée en me serrant dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué. »« Toi aussi, ma chérie », ai-je répondu en l'embrassant sur le sommet de la tête. « Entrez. J'ai fait tes cookies préférés. » Perle a couru joyeusement dans la cuisine, et je me suis tournée vers Cédric. « À quelle heure serez-vous de retour ?»« Vers 13 heures, a-t-il dit, en regardant la voiture où Valérie attendait. Le rendez-vous chez le médecin est à 11h30, mais il y a toujours de l'attente. D'accord, nous serons là. J'ai hoché la tête. Perle ne manquera de rien. Cédric a hésité, comme s'il voulait dire quelque chose, puis il a simplement hoché la tête et s'est dirigé vers la voiture. Je les ai regardés s'éloigner, et je n'ai pas pu me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Quand je suis retournée dans la cuisine, j'ai vu que Perle était déjà assise à table, en train de manger des cookies. « C'est bon », a-t-elle dit la bouche pleine. « Maman ne fait jamais de cookies. Elle dit qu'elle n'a pas le temps. » « Eh bien, moi, j'ai tout mon temps, ai-je souri en m'asseyant à côté d'elle. « Comment ça se passe à l'école ?»« Bien. » Perle a trempé ses cookies dans du lait. J'ai appris à écrire toutes les lettres, même le G et le S ce sont les plus difficiles. « C'est super, ai-je dit. Quoi d'autre d'intéressant ?» Perle a parlé de sa maîtresse, de ses amis, du nouveau livre qu'il lisait en classe. Elle parlait sans arrêt, sautant d'un sujet à l'autre comme le font habituellement les enfants. J'écoutais, appréciant son enthousiasme et son innocence.
Après les cookies, nous sommes allés dans le salon où Perle a commencé à dessiner. Elle se concentrait sur ses traits, tirant la langue avec application, exactement comme Cédric le faisait quand il avait son âge. « C'est toi, mamie », a-t-elle dit en montrant le dessin. Il représentait une silhouette aux cheveux gris portant l'uniforme bleu d'un postier. « Et ça, c'est moi. On est ensemble. »« C'est très beau, » ai-je complimenté. « Tu es une vraie artiste. » Perle s'est illuminée au compliment et s'est remise à dessiner. Je me suis assise à côté d'elle, la regardant et pensant à la vitesse à laquelle le temps passait. Il me semblait que c'était hier que j'étais assise comme ça avec le petit Cédric. Et maintenant, il avait sa propre fille. « Mamie », a dit Perle soudainement, sans quitter son dessin des yeux. « Pourquoi papa veut prendre ton argent ?» Je me suis figée. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» Perle a levé les yeux vers moi. « Il a dit à maman que tu es vieille et que tu ne sais pas comment dépenser l'argent correctement, qu'il saurait mieux comment l'utiliser. » J'ai senti un frisson me parcourir. Cédric avait discuté de mes finances avec Valérie devant l'enfant. « Quand est-ce que papa a dit ça ?» ai-je demandé, en essayant de parler calmement. « Hier soir », a répondu Perle, en retournant à son dessin. Il pensait que je dormais, mais je suis allée boire de l'eau et je les ai entendus. Papa a dit que si tu ne lui donnais pas la carte, il trouverait un autre moyen. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. La demande de la carte hier n'était donc pas une coïncidence. Cédric prévoyait vraiment d'accéder à mon argent. « Qu'est-ce que papa a dit d'autre ?» ai-je demandé prudemment. Perle a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Je suis allée me coucher. Mais il parle souvent d'argent quand il pense que je n'entends pas. Papa dit toujours qu'il en a besoin de plus. » J'ai regardé ma petite fille en essayant de comprendre ce que j'entendais. Elle était si innocente et ne comprenait pas le sens de ses paroles. Mais pour moi, elle sonnait comme un signal d'alarme. « Perle », ai-je dit en lui caressant la tête. « Parfois, les adultes disent des choses qui ne sont pas tout à fait justes. C'est mon argent, et je suis la seule à décider comment le dépenser. Tu comprends ?» Elle a hoché la tête. « Bien sûr. Comme mes crayons, c'est moi qui décide avec lesquels je veux dessiner. » C'est exact. J'ai souri, admirant la logique de l'enfant. Nous avons passé le reste du temps à dessiner et à lire des livres. Perle n'a plus mentionné l'argent, et je n'ai pas posé de questions, ne voulant pas entraîner l'enfant dans des problèmes d'adultes. Mais je ne pouvais pas me sortir ces mots de la tête. Quand la sonnette a retenti à 14 heures, j'ai su avec certitude que Cédric préparait quelque chose, et je devais être prête. « Comment ça s'est passé ?» a demandé Cédric en entrant dans la maison. Il avait l'air tendu, ses yeux parcourant la pièce comme s'il cherchait quelque chose. « Très bien », ai-je répondu. Perle, comme toujours, a été une sage petite fille. « Comment s'est passé le rendez-vous chez le médecin ?»« Quoi ? Oh, ça a été, » a-t-il dit distraitement. « Rien de grave. Valérie attend dans la voiture. Perle, rassemble tes affaires. On doit y aller. » Perle a commencé à ranger ses crayons à contre-cœur. « Je peux emporter le dessin avec moi ?» a-t-elle demandé, me montrant une feuille de papier qui nous représentait ensemble. « Bien sûr, ai-je dit. Et tiens, prends encore quelques cookies pour maman. » Je lui ai tendu le sac de cookies, et elle a couru joyeusement vers la porte. « Je reviens tout de suite. Je dois juste aller aux toilettes, » a dit Cédric, se dirigeant vers le fond de la maison. « Les toilettes sont en travaux. » Ai-je menti rapidement. « Utilise celle de la chambre d'amis. » Cédric s'est figé un instant, puis a hoché la tête et a tourné dans l'autre direction. Je savais qu'il voulait vérifier ma chambre, où mon sac à main et mon portefeuille se trouvaient sur la commode. Pendant qu'il était aux toilettes, j'ai accompagné Perle à la voiture. Valérie était assise sur le siège passager, parlant au téléphone. Elle m'a fait un signe de la main, mais n'est pas sortie pour dire bonjour. Quand je suis rentrée dans la maison, j'ai vu Cédric descendre les escaliers. « Désolé pour le retard », a-t-il dit avec un sourire étrange. « On y va. » Cédric, les jeux arrêtés. Qu'est-ce qui se passe ? De quoi tu parles ? Son visage s'est tendu. Tu sais de quoi je parle ? Ces demandes d'argent constantes, les questions sur ma carte, les tentatives d'accéder à mes économies. Maman, tu es paranoïaque, m'a-t-il interrompu. J'essaie juste d'aider. Tu ne rajeunis pas et tu pourrais avoir besoin de soutien. Je n'ai pas besoin de ce genre de soutien, ai-je dit fermement. Et je ne veux pas que tu discutes de mes finances avec Valérie, surtout devant Perle.
Son visage a changé. Je pouvais y lire l'irritation maintenant. Elle t'a tout raconté. Mince, cette gamine ne sait pas tenir sa langue. Elle n'a rien raconté, ai-je rétorqué. Elle a juste répété ce qu'elle a entendu, et ce qu'elle a entendu m'inquiète. Cédric a fait un pas vers la sortie. Valérie et moi discutions juste des finances familiales. Rien d'extraordinaire. Mes finances ne sont pas vos finances familiales, ai-je dit. Et je veux que tu respectes ça. Il a haussé les épaules. Comme tu voudras, mais quand tu auras besoin d'aide, ne viens pas me voir. Sur ces mots, il est sorti, me laissant debout dans le couloir, le cœur lourd. J'ai regardé leur voiture s'éloigner, et j'ai pensé à la façon dont nous en étions arrivés là. Quand mon fils s'était-il transformé en un homme qui ne me voyait que comme une source d'argent. Je suis allée dans la cuisine et je me suis assise à table, regardant les dessins que Perle avait laissés. L'un d'eux montrait sa famille, Cédric, Valérie et elle-même, tous souriant et se tenant la main. Leur famille semblait si heureuse et sereine aux yeux d'une enfant. Si seulement la réalité correspondait à cette image. Un appel téléphonique m'a tiré de mes rêveries. C'était Denise, de la Poste. « Hélène, tu ne devineras jamais qui est passé aujourd'hui, a-t-elle dit sans préambule. Ton fils a demandé quand était ton prochain service et à quelle heure tu déjeunais habituellement. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que je ne pouvais pas divulguer les horaires des employés, a répondu Denise. Il avait l'air déçu. Il a dit qu'il voulait te faire une surprise. Merci, Denise, ai-je dit. Tu as bien fait. Après la conversation, je suis restée assise à regarder par la fenêtre pendant un long moment. Pourquoi Cédric voudrait-il connaître mon emploi du temps et quelle était cette surprise qu'il préparait? Je me suis levée et j'ai vérifié mon sac. Mon portefeuille était en place. Ma carte bancaire aussi. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas fini. Cédric préparait clairement quelque chose, et sa visite à la poste faisait partie de ce plan. Le reste de la journée, je n'ai pas pu me défaire du sentiment de malaise. J'ai vérifié les serrures des portes et des fenêtres, ce que je n'avais jamais fait auparavant en plein jour. J'ai même rappelé la banque pour m'assurer que mon compte allait bien. Dans la soirée, le téléphone a sonné. C'était Cédric. « Maman », a-t-il dit, et sa voix semblait inhabituellement douce. Je voulais m'excuser pour aujourd'hui. Tu as raison. Je n'aurais pas dû discuter de tes finances avec Valérie, surtout devant Perle. Je m'inquiète juste pour toi, tu sais. Je suis restée silencieuse, ne sachant pas si je devais croire ce remords soudain. Écoute, a-t-il poursuivi. Je me demandais, ça te dérangerait de garder Perle demain? Valérie a un rendez-vous chez le médecin et je dois travailler. Ce ne sera que pour quelques heures, maximum. J'ai hésité. D'un côté, j'étais heureuse de passer du temps avec ma petite fille. De l'autre, après les découvertes d'aujourd'hui, je n'étais pas sûre de vouloir voir Cédric. D'accord, ai-je finalement dit. Amène-la, comme hier. Merci, maman. Il avait l'air soulagé. Tu es la meilleure. Et je suis encore désolée pour aujourd'hui. Je ne voulais pas te contrarier. Je suis restée assise avec mon téléphone à la main pendant un long moment après la conversation. Quelque chose dans la voix de Cédric, dans ses excuses soudaines, m'a rendue méfiante. Il s'excusait rarement, préférant nier sa culpabilité ou la rejeter sur les autres. Pourquoi était-il soudainement si conciliant maintenant? Et puis, j'ai compris. Demain. Il voulait ramener Perle demain. Après que j'ai refusé de lui donner ma carte, après qu'il soit devenu clair que je savais ce qu'il tramait, il voulait toujours avoir accès à ma maison. Je me suis souvenu des mots de Perle. Papa a dit que si tu ne lui donnais pas la carte, il trouverait un autre moyen. Et si cet autre moyen avait un rapport avec la visite de demain? L'anxiété que j'avais ressentie toute la journée s'est intensifiée. Cédric préparait quelque chose et je devais être prête. Mais à quoi exactement? Que pouvait-il bien faire? Je suis allée dans la chambre et j'ai sorti mon sac. La carte bancaire était là, mais maintenant je n'étais plus sûre que cela suffise. Et si Cédric prévoyait autre chose? S'il voulait accéder à mes économies d'une autre manière? Je me suis couchée, mais le sommeil ne venait pas. Mes pensées tourbillonnaient autour de Cédric, de son comportement étrange et des mots de Perle. Que préparait-il? Et comment pouvais-je me protéger? J'ai passé une nuit agitée avec ces pensées, sachant que demain, je ferais face à quelque chose pour lequel je n'étais peut-être pas préparée. Le matin était couvert.
Des nuages gris recouvraient le ciel, annonçant la pluie. Je me suis réveillée au premier rayon de soleil qui peinait à percer les nuages épais. Mon sommeil avait été agité. J'ai rêvé d'Émile, essayant de me dire quelque chose, mais je n'arrivais pas à comprendre ses paroles. Je suis restée allongée longtemps, fixant le plafond et pensant à la journée qui m'attendait. Cédric devait amener Perle vers 10 heures. Que tramait-il cette fois-ci? Mes soupçons se renforçaient, surtout après l'appel de Denise hier. Pourquoi Cédric voudrait-il connaître mon emploi du temps? Et pourquoi insistait-il tant pour avoir ma carte bancaire? En soupirant lourdement, je suis sortie du lit. À mon âge, les matins ne sont plus aussi revigorants qu'avant. Mes articulations me faisaient mal et mon dos se rappelait à mon bon souvenir à chaque mouvement. Mais je ne pouvais pas me permettre de succomber à la vieillesse, surtout maintenant que je sentais que je devais être sur mes gardes. Je me suis préparé un petit déjeuner simple, des tartines à la confiture et une tasse de thé fort, et je me suis assise à la table de la cuisine. Il commençait à bruiner dehors, des gouttelettes coulant sur la vitre en motif fantaisiste. Mes pensées sont revenues à Cédric. Qu'est-ce qui avait changé chez mon garçon? Quand était-il passé de cet enfant curieux qui ramassait des pierres sur la rive et m'apportait des fleurs sauvages à un homme prêt à tromper sa propre mère pour de l'argent? Peut-être que je l'avais trop gâté. Ou peut-être que je n'avais pas été assez stricte. Émile disait toujours que je cédais à tous les caprices de Cédric, que je ne le laissais pas faire face aux conséquences de ses actes. Peut-être qu'il avait raison. Mon regard est tombé sur une photo d'Émile posée sur le rebord de la fenêtre. On le voyait au travail dans le jardin, concentré, une pelle à la main, tel que je l'avais toujours connu. Travailleur, fiable, méticuleux. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, Émile? Ai-je demandé à voix haute, même si je savais qu'il n'y aurait pas de réponse. Mais au fond de moi, je savais ce qu'il dirait. Émile n'avait aucune tolérance pour la malhonnêteté et avait toujours cru que chacun devait être responsable de ses actes. Ne laisse personne, pas même ton propre fils, te marcher sur les pieds, avait-il l'habitude de dire. Cette pensée m'a donné de la détermination. J'ai décidé de me préparer pour la visite de Cédric et Perle. J'ai sorti de la farine, du sucre et des œufs du garde-manger. Tout ce dont j'avais besoin pour faire les crêpes que Perle aimait tant. Cuisiner m'aidait toujours à me calmer et à rassembler mes esprits. À 10 heures précises, la sonnette a retenti. Cédric se tenait sur le seuil, tenant la main de Perle. Elle souriait, mais avait l'air un peu endormie. « Salut, maman », a dit Cédric en m'embrassant sur la joue. Sa voix semblait tendue, malgré sa tentative de paraître désinvolte. « Merci d'avoir accepté de garder Perle. C'est toujours un plaisir de voir ma petite, ai-je dit en me penchant vers ma petite fille. Comment vas-tu, ma chérie? Bien, a répondu Perle doucement, serrant contre sa poitrine le lapin en peluche abîmé, son jouet préféré. J'ai pris Pompon pour qu'il ne s'ennuie pas à la maison. Très bien, ai-je dit en les laissant entrer. J'ai préparé des crêpes au sirop d'érable. Les yeux de Perle se sont illuminés et elle a couru dans la cuisine. Cédric est resté dans le couloir, regardant autour de lui avec une expression étrange. « Tu cherches quelque chose ?» ai-je demandé aussi nonchalamment que possible. « Non, juste. » Il a hésité. « Je pense juste que je devrais repeindre ces murs. Ils ont l'air un peu défraîchis. Ils sont comme ça depuis 10 ans, ai-je dit. Je ne pense pas que ce soit un problème urgent. » Cédric a haussé les épaules et a regardé sa montre. « Je dois y aller. Valérie attend dans la voiture. Elle a un rendez-vous à 10h30. On reviendra dans 1 heure environ, peut-être un peu plus tard. Prenez votre temps, ai-je dit. Perle et moi, on trouvera de quoi s'occuper. » Il a hoché la tête, a de nouveau regardé autour de lui dans le couloir, puis a dit un rapide au revoir à sa fille et est parti. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai remarqué que c'était Valérie qui conduisait cette fois. Étrange. Cédric conduisait habituellement. Quand je suis retournée dans la cuisine, j'ai trouvé Perle déjà en train de manger des crêpes. « Mamie, tu fais les meilleures crêpes du monde », a-t-elle dit la bouche pleine. « Meilleures qu'au restaurant. »« Merci, ma chérie. » J'ai souri en m'asseyant à côté d'elle. « Je suis contente que tu aimes ça. » Nous avons déjeuné et Perle a parlé de l'école, de sa maîtresse, Madame Benson, de la nouvelle fille de sa classe qui venait d'emménager. J'écoutais, appréciant son bavardage, mais une partie de mon esprit continuait de réfléchir au comportement étrange de Cédric. Après le petit déjeuner, Perle a décidé de jouer avec ses poupées, que je gardais dans une boîte spéciale pour ses visites.
Elle s'est installée dans le salon pendant que je commençais à préparer le déjeuner. Une soupe de nouilles au poulet, un autre des plats préférés de ma petite fille. En coupant les légumes, j'entendais Perle parler à ses poupées, leur inventant des histoires. Sa voix montait et descendait, imitant différents personnages. Cela me rappelait la façon dont Cédric jouait enfant, avec la même passion et la même imagination. « Mamie !» a appelé Perle, apparaissant dans la cuisine avec une poupée dans les mains. « Je peux avoir des biscuits pour le goûter ? C'est l'anniversaire de la princesse Lily aujourd'hui. » « Bien sûr. » J'ai sorti un paquet de biscuits du placard et j'en ai versé quelques-uns sur une petite assiette. « Tiens, félicite la princesse de ma part. » Perle a hoché la tête gravement et est retournée dans le salon. Je pouvais l'entendre continuer le jeu, en incluant maintenant les biscuits. Sa franchise d'enfant m'a fait sourire, mais en même temps, je me sentais anxieuse. Qu'est-ce qui attendait cette fille si ses parents continuaient à se comporter de la sorte? J'ai fini de préparer la soupe et je l'ai laissée mijoter doucement sur le feu. En m'essuyant les mains sur un torchon, j'ai décidé d'aller voir Perle. Elle organisait une fête de poupées dans le salon. Les poupées étaient assises en cercle, chacune avec un biscuit devant elle. Perle versait juste du thé imaginaire d'une théière en jouet. « Comment se passe la fête d'anniversaire ?» ai-je demandé en m'asseyant sur le canapé. « Super !» a répondu Perle. Tout le monde est venu féliciter la princesse Lily, même Monsieur Bossu, bien qu'il soit généralement très occupé. Monsieur Bossu était un ours en peluche avec une oreille arrachée, qui était également conservé dans une boîte à jouets. « C'est très gentil de sa part, » ai-je dit sérieusement. Perle a hoché la tête et a continué son jeu. Je la regardais, pensant à quel point elle était une fille intelligente et imaginative, si différente de ses parents. « Mamie !» a dit Perle soudainement, sans quitter ses poupées des yeux. « Mon papa va prendre ton argent ce soir. » Je me suis figée. Ces mots, prononcés si nonchalamment, m'ont frappé comme un éclair. « Qu'est-ce que tu as dit, Perle ?» ai-je demandé, en essayant de garder ma voix calme. Perle a levé les yeux vers moi. Il n'y avait pas l'ombre d'une ruse en eux, ni de compréhension de la signification de ces paroles, juste une sincérité enfantine. « Papa a dit à maman qu'il prendrait ton argent ce soir, » a-t-elle répété. Il pensait que je dormais, mais je les ai entendus. Papa a dit qu'il avait un plan. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était donc ça. C'est pourquoi Cédric avait tant insisté pour amener Perle aujourd'hui. « Qu'est-ce que papa a dit d'autre ?» ai-je demandé, en essayant de paraître aussi désinvolte que si nous discutions de la météo. Perle a froncé les sourcils, se souvenant. Il a dit qu'il allait faire une copie de quelque chose. Je ne me souviens pas du mot. Et que ton argent résoudrait leurs problèmes. Une copie de la carte, sans aucun doute. Mais comment allait-il s'y prendre, et quand? Qu'est-ce que maman a dit? Ai-je continué mes questions. Elle avait peur que tu le découvres, a répondu Perle. Mais papa a dit que tout irait bien parce que... Elle a hésité, essayant apparemment de se souvenir des mots exacts. Parce que tu ne vérifies pas ton compte tous les jours. C'était vrai. Je me connectais rarement à la banque en ligne, préférant la bonne vieille méthode de gestion de mes finances en personne à une agence bancaire. Je vois, ai-je dit, en essayant de cacher mon anxiété croissante. Sais-tu comment papa va prendre mon argent? Perle a secoué la tête. Non, ils ont arrêté de parler quand ils m'ont vu. Papa a dit que je devais aller me coucher parce que les petites filles ont besoin de beaucoup de repos. J'ai hoché la tête en lui caressant les cheveux. Ton papa a raison. Le repos est très important pour un corps en pleine croissance. Perle est retournée à son jeu, ne réalisant manifestement pas l'importance des informations qu'elle venait de communiquer. Et je suis restée assise là, abasourdie. Cédric prévoyait de me voler mon argent, mon propre fils. Le reste de la matinée s'est déroulé comme dans un brouillard. J'ai joué avec Perle, je lui ai lu des livres, mais mes pensées étaient loin. J'essayais de comprendre comment Cédric allait exécuter son plan. S'il voulait copier ma carte, il avait besoin d'y avoir accès. Mais la carte était toujours avec moi, dans mon portefeuille. Et puis, j'ai compris. Hier, quand il a déposé Perle, il a demandé à utiliser les toilettes. Je l'ai dirigé vers la chambre d'amis. Mais s'il était entré dans ma chambre? S'il avait déjà copié les données de la carte? À midi, Perle et moi avons déjeuné de la soupe que j'avais préparée. Elle mangeait avec appétit, me racontant ses amis à l'école. J'essayais de maintenir la conversation. Mais mes pensées revenaient sans cesse aux paroles de Perle sur les plans de Cédric. Après le déjeuner, Perle a décidé de dessiner.
Je lui ai donné un carnet de croquis et des crayons de couleur et je me suis assise à côté d'elle en faisant semblant de lire un magazine. En réalité, je réfléchissais fiévreusement à la situation. Si Cédric avait vraiment copié les données de ma carte, il pourrait essayer de retirer l'argent ce soir, dès que je serais partie au travail. Demain, j'avais le service du matin, à partir de 6 heures. Je quittais généralement la maison à 5h30. Cela lui laisserait amplement le temps de retirer l'argent avant que je ne m'aperçoive de sa disparition. Mes réflexions ont été interrompues par la sonnette. Il était environ 13 heures. Cédric était revenu chercher Perle. « Salut, maman », a-t-il dit en entrant dans la maison. Il avait l'air plus détendu aujourd'hui, même satisfait. « Comment ça s'est passé ?»« Super », ai-je répondu en l'observant attentivement. Perle a été une sage petite fille, comme toujours. « Super », a-t-il dit en tapotant la tête de sa fille. « Allez, ma chérie. On doit rentrer. » Pendant que Perle rassemblait ses dessins, Cédric regardait autour de lui avec une expression étrange. C'était comme s'il évaluait quelque chose. « C'est une belle maison », a-t-il dit soudainement. « Tu sais, maman, tu devrais peut-être penser à prendre une assurance en cas d'incendie ou de vol. »« J'ai une assurance », ai-je dit. « Ton père s'occupait toujours de ce genre de choses. »« Ouais. Papa était très prévoyant », a hoché Cédric. « D'ailleurs, j'ai remarqué que ta carte de crédit a l'air un peu usée. Tu devrais peut-être en commander une nouvelle. » Voilà. Il essaie de savoir si j'ai remplacé la carte. « Peut-être », ai-je répondu évasivement. « J'y penserai. » Perle est revenue avec les dessins et Cédric s'est dépêché de partir. « Merci pour ton aide, maman », a-t-il dit, debout sur le seuil. « Au fait, tu travailles demain ?»« Oui, je suis du matin », ai-je répondu, observant attentivement sa réaction. Un léger sourire a traversé son visage. « Je vois. Eh bien, repose-toi bien aujourd'hui. On se voit un autre jour. » Ils sont partis et j'ai fermé la porte derrière eux, sentant mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Maintenant, j'étais sûre que Cédric prévoyait d'utiliser ma carte pendant que j'étais au travail. Dès que leur voiture s'est éloignée, je me suis précipitée vers mon sac. Mon portefeuille était en place. Ma carte bancaire aussi. Je l'ai examinée attentivement. À première vue, tout semblait normal, mais quelque chose m'a poussé à regarder de plus près. La carte n'était pas placée comme je la mettais habituellement dans mon portefeuille. Je la mettais toujours face visible, mais maintenant elle était à l'envers. Cela aurait pu être un accident. Peut-être que je l'avais retournée moi-même en sortant de l'argent au magasin. Mais mon instinct me disait que Cédric avait bien eu accès à ma carte. Je me suis assise sur le bord du lit, serrant la carte dans mes mains. Que faire? Appeler la banque et la bloquer? Mais si je me trompais? Si Cédric n'avait rien prévu et que tout cela n'était qu'une invention de mon imagination? Non, je ne pouvais pas ignorer ce que Perle avait dit. Les enfants ne mentent pas sur ce genre de choses, surtout s'ils n'en comprennent pas le sens. Si Cédric avait dit qu'il allait prendre mon argent ce soir, alors il le ferait. J'ai regardé ma montre. Il était 14 heures. La banque était ouverte jusqu'à 17 heures. J'avais le temps de prendre des dispositions. La décision est venue soudainement. Je n'allais pas seulement bloquer la carte. J'allais retirer tout l'argent du compte. Si Cédric essayait de faire un retrait, il constaterait qu'il n'y avait rien. Je me suis rapidement changée, j'ai pris mon sac et j'ai quitté la maison. Il avait cessé de pleuvoir, mais les rues étaient mouillées et l'air était frais. Je marchais aussi vite que mes vieilles jambes le permettaient, ressentant un étrange mélange de détermination et de tristesse. L'agence bancaire locale se trouvait dans le centre de Verneuil, à 20 minutes à pied de chez moi. C'était un petit bâtiment avec une enseigne bleue et des portes en verre. À l'intérieur, ça sentait le papier et l'air conditionné. Je me suis dirigée vers un guichet vacant où une jeune femme aux cheveux soigneusement coiffés était assise. « Que puis-je faire pour vous ?» a-t-elle demandé avec un sourire professionnel. « Je voudrais retirer tout l'argent de mon compte, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. La femme a légèrement haussé les sourcils. « La totalité du solde. Puis-je connaître la raison ? » « Circonstances personnelles, » ai-je répondu. « J'ai besoin de l'argent liquide. » Elle a hoché la tête, bien qu'il y eût de la curiosité dans son regard. « Bien sûr. Puis-je voir votre pièce d'identité ? » J'ai sorti mon permis de conduire et le lui ai tendu avec ma carte bancaire. Elle a vérifié les documents, puis a commencé à taper quelque chose sur l'ordinateur.
Madame Picard, vous avez 28 450 € sur votre compte. Êtes-vous sûre de vouloir retirer la totalité du montant en espèces? Oui, ai-je répondu fermement. Mais peut-être pourriez-vous m'aider à ouvrir un nouveau compte dans une autre agence maintenant. La femme a semblé intriguée. Bien sûr, nous pouvons arranger ça. Y a-t-il une agence particulière qui vous intéresse? J'ai réfléchi. Je devais choisir une agence que Cédric ne connaîtrait pas. L'agence de Chartres, ai-je dit. Chartres était à 30 minutes de route de Verneuil. Cédric y allait rarement. D'accord, a-t-elle hoché la tête. Je vais préparer les documents nécessaires maintenant. Pendant qu'elle s'occupait de la paperasse, je me suis assise en regardant les gens entrer et sortir de la banque. Des gens ordinaires faisant des choses ordinaires. Aucun d'entre eux n'était au courant du drame qui se déroulait dans ma vie, que mon propre fils prévoyait de me voler les économies de toute une vie. Le processus a duré environ 1 heure. D'abord, on m'a donné la totalité du montant en espèces, des liasses de billets qui rentraient à peine dans mon sac. Ensuite, j'ai rempli des formulaires pour ouvrir un nouveau compte à l'agence de Chartres. L'employé de banque m'a patiemment expliqué tous les détails, y compris la nouvelle carte que je recevrai dans une semaine. Votre nouveau compte est déjà actif, a-t-elle dit en me remettant les documents. Vous pouvez déposer l'argent liquide dès maintenant si vous le souhaitez. J'ai hoché la tête et je lui ai tendu l'argent, en ne gardant que 500 € pour les dépenses courantes. Elle a compté les billets, puis m'a remis un reçu pour le dépôt. Merci pour votre aide, ai-je dit, en me préparant à partir. Je vous en prie, Madame Picard, a-t-elle dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. En quittant la banque, je me sentais étrangement légère. C'était comme si le poids que je portais depuis quelques jours s'était enfin envolé de mes épaules. Mon argent était en sécurité. Cédric ne pourrait pas y toucher. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à ce qui s'était passé. Mon fils, mon unique enfant, avait prévu de me voler. C'était douloureux à réaliser, mais je ne pouvais plus fermer les yeux sur la vérité. Cédric avait changé, et pas pour le mieux. À la maison, j'ai vérifié l'heure. Il était presque 16 heures. Si Cédric prévoyait d'utiliser ma carte ce soir, il découvrirait bientôt qu'il n'y avait pas d'argent sur le compte. Que ferait-il? M'appellerait-il avec des accusations, se présenterait-il en personne, ou ferait-il simplement comme si de rien n'était? J'ai décidé que je serais prête à toute éventualité. J'ai mis les papiers de la banque en lieu sûr, une vieille boîte à biscuits en fer que je gardais sur l'étagère supérieure du garde-manger. Cédric ne regardait jamais là. Puis je me suis préparé le dîner, une simple salade et un morceau de poulet restant d'hier. J'ai mangé lentement, écoutant chaque bruit à l'extérieur de la fenêtre. Cédric allait-il venir? Le téléphone allait-il sonner? Mais la soirée s'est passée tranquillement. Pas d'appel, pas de visite. J'ai regardé la télévision, j'ai essayé de lire un livre, mais mes pensées revenaient sans cesse à Cédric. À son plan, aux paroles de Perle. Avant d'aller me coucher, j'ai vérifié une fois de plus les serrures des portes et des fenêtres. Ce n'était pas nécessaire. Verneuil était une ville sûre où les vols étaient rares. Mais ce soir-là, je me sentais particulièrement vulnérable. Allongé dans mon lit, j'ai pensé à demain. Qu'est-ce que cela apporterait? Cédric découvrirait-il que je l'avais devancé? Et si oui, comment réagirait-il? C'est avec ces pensées que je me suis endormie, sans me douter que demain apporterait en effet des événements dramatiques qui changeraient à jamais notre relation avec notre fils. Cette nuit-là, j'ai mal dormi, me réveillant souvent au moindre bruit. J'ai rêvé d'Émile, debout dans l'encadrement de la porte de notre chambre, secouant la tête avec un regard déçu. Je te l'avais dit, Hélène, semblait dire son regard. Je t'avais prévenu au sujet de Cédric. Je me suis réveillée à 4 heures du matin, le cœur lourd, et je n'ai pas pu me rendormir. Le matin était couvert, avec une légère bruine à l'extérieur. Je me suis préparé une tasse de thé fort et je me suis assise près de la fenêtre, regardant Verneuil se réveiller. Le voisin d'en face est sorti chercher son journal. Une femme avec un chien est passée, se cachant sous un grand parapluie. Un matin ordinaire dans une petite ville. Mais pour moi, ce jour n'était pas ordinaire du tout. Je ne suis pas allée travailler. J'ai appelé Denise et je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Elle a accepté de me remplacer sans poser de questions. Denise était une bonne amie. Elle savait quand ne pas poser de questions. La matinée s'est éternisée. J'ai fait le ménage, j'ai regardé de vieilles photos, j'ai même fait une tarte aux pommes.
N'importe quoi pour m'occuper les mains et me distraire de Cédric. Mais l'anxiété ne me lâchait pas. Que ferait-il quand il découvrirait qu'il ne pouvait pas retirer d'argent de mon compte? La réponse est venue vers 15 heures. Le téléphone a sonné si brusquement que j'ai sursauté. Le nom de Cédric s'est affiché à l'écran. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Allô, maman. C'est moi. La voix de Cédric semblait tendue. Tu es à la maison? Oui, ai-je répondu. Je ne suis pas allé travailler aujourd'hui. J'étais un peu malade. Il y a eu une pause. Rien de grave, j'espère. Non, juste de la fatigue. À mon âge, il faut se reposer davantage. Une autre pause. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans la tête de Cédric, essayant de digérer l'information que je n'étais pas au travail comme il s'y attendait. Maman, écoute. Il s'est raclé la gorge. Il y a quelque chose que je voulais te demander. As-tu, changé quelque chose à ton compte en banque récemment? C'était le moment de vérité. J'ai serré le téléphone plus fort. En fait, oui, ai-je répondu calmement. Hier, j'ai retiré tout l'argent et je l'ai mis en lieu sûr. Quoi? Pourquoi? Sa voix est montée d'un ton. Pourquoi avais-tu besoin de retirer tout l'argent? J'ai entendu parler de fraude à la carte bancaire, ai-je dit, en essayant de garder une voix innocente. Tu sais à quel point je suis soucieuse de la sécurité. J'ai pensé qu'il valait mieux être prudente. Un long silence a suivi. J'imaginais Cédric, debout devant un distributeur automatique quelque part, fixant un écran qui disait « Fonds insuffisant ». Maman, ce n'est pas très malin, a-t-il finalement dit. Sa voix semblait anormalement calme, mais je pouvais entendre la tension sous-jacente. Ce n'est pas sûr de garder une grosse somme d'argent à la maison. Tu devrais retourner l'argent à la banque. Oh, je ne le garde pas à la maison, ai-je dit. Je l'ai mis ailleurs. Un endroit très sûr. Où? A-t-il demandé brusquement, puis, réalisant apparemment son erreur, il a adouci son ton. Je veux dire, je m'inquiète pour toi. Où est ton argent maintenant? Il est en sécurité, ai-je répondu fermement. Ne t'inquiète pas pour ça, Cédric. Je l'ai entendu soupirer lourdement. Maman, écoute. Je dois te parler en personne. Je peux passer maintenant? J'ai hésité. Une partie de moi voulait dire non, pour éviter la confrontation, mais l'autre partie de moi savait que la conversation était inévitable. D'accord, ai-je finalement dit. Viens. 20 minutes plus tard, la voiture de Cédric s'est arrêtée. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il sortait, claquant la portière plus fort que nécessaire, et marchait d'un pas rapide vers la maison. Son visage était tendu, ses lèvres pincées en une fine ligne. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse sonner. Bonjour, Cédric, ai-je dit en le laissant entrer. Veux-tu un thé? Je viens de faire une tarte aux pommes. Non, merci. Il est entré dans le salon et s'est assis sur le canapé. J'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. Maman, nous devons avoir une discussion sérieuse. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui, les mains jointes sur mes genoux. Je t'écoute. Cédric a passé une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il était nerveux. Maman, j'ai essayé de retirer de l'argent de ton compte aujourd'hui en utilisant ta carte. Sa franchise m'a surprise. Je m'attendais à des faux fuyants, des dénégations, mais pas à un aveu aussi direct. Je sais, ai-je répondu calmement. Il a levé la tête, me regardant avec surprise. Tu sais. Oui, Cédric. Perle m'a parlé de tes plans. Papa va prendre ton argent ce soir, ce sont ses mots. Le visage de Cédric a changé. D'abord le choc, puis la colère, qui a été rapidement remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la honte. Cette petite. Il s'est arrêté. Je n'allais pas te voler, maman. Je voulais juste emprunter de l'argent. Je t'aurais remboursé dès que j'aurais pu. L'emprunter sans ma permission, en utilisant les données copiées de ma carte. Ma voix était calme mais ferme. Cédric, ça s'appelle du vol. Non, a-t-il avancé. Ce n'est pas le cas. Je suis ton fils. J'ai le droit de... De quoi? Les jeux interrompus. Mon argent, les économies que ton père et moi avons accumulées toute notre vie. Tu n'y as aucun droit, Cédric. Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Tu ne comprends pas. J'ai de gros problèmes. Des dettes.
De grosses dettes. Quel genre de dette, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Cédric s'est arrêté, regardant par la fenêtre. Je joue un peu. Au poker, surtout. Parfois, je parie sur des sports. D'habitude, je gagne, mais dernièrement. Il s'est tu. Dernièrement, je n'ai pas eu de chance. J'ai senti un poids sur mes épaules. Une dépendance au jeu. C'est pour ça qu'il avait toujours besoin d'argent. C'est pour ça que sa situation financière ne s'améliorait jamais malgré un travail stable. Combien dois-tu? Ai-je demandé. Il a nommé un montant qui m'a fait grimacer. 20 000 euros. Presque toutes mes économies. À qui dois-tu une telle somme, Cédric? Il s'est de nouveau assis, la tête baissée. À des gens, pas les plus sympathiques. Ils m'ont donné jusqu'à la fin de la semaine pour les rembourser. Si je ne paie pas. Il a dégluti. Ils ont menacé de faire du mal à Valérie et à Perle. J'ai fermé les yeux. La situation était pire que je ne le pensais. Cédric n'essayait pas seulement de me voler mon argent pour un autre pari. Il était en danger, et sa famille aussi. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? Ai-je demandé. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tes problèmes? J'ai essayé, s'est-il exclamé. Toutes ces demandes d'argent, mais tu ne donnais jamais assez. Et je ne pouvais pas te dire la vérité. J'avais peur que tu refuses de m'aider si tu savais que j'avais besoin de l'argent pour payer mes dettes. Alors, au lieu de me parler honnêtement, tu as décidé de voler. Ma voix était empreinte de déception. J'étais désespéré, a dit Cédric doucement. Ces gens ne plaisantent pas, maman. Ils pourraient vraiment faire du mal à ma famille. J'ai regardé mon fils et je l'ai vu comme un garçon effrayé qui avait des ennuis et ne savait pas comment s'en sortir. Mais en même temps, j'ai vu un homme adulte qui avait fait un choix. Le choix de voler sa propre mère au lieu de demander de l'aide honnêtement. Cédric, ai-je commencé, choisissant mes mots avec soin. Je réalise que tu es dans une situation difficile, mais ce que tu as fait, ce que tu as essayé de faire, c'est impardonnable. Je sais. Il a baissé la tête encore plus bas. J'ai vraiment tout gâché. Mais maman, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ces gens me trouveront où que je sois. Est-ce que Valérie est au courant de tes dettes? Ai-je demandé. Elle sait que je joue, a admis Cédric. Mais pas du montant de la dette. Je lui ai dit que je ne devais que quelques milliers. J'ai soupiré. Un autre mensonge dans une longue chaîne de tromperies. Cédric, je ne peux pas simplement te donner 20 000 euros, ai-je dit. Même si je le voulais, c'est presque toutes mes économies. Mais tu as une maison, a-t-il dit rapidement. Tu pourrais prendre un prêt sur la maison, ou tu pourrais la vendre et acheter quelque chose de plus petit. Tu vis seul de toute façon. Pourquoi as-tu besoin d'une si grande maison? Je l'ai regardé avec surprise. Même maintenant, après avoir avoué avoir essayé de voler, il pensait toujours à la façon dont il pourrait obtenir mon argent. Non, Cédric, ai-je dit fermement. Je n'hypothéquerai ni ne vendrai la maison pour payer tes dettes. Cette maison est tout ce que j'ai. C'est ma maison, mes souvenirs, ma vie. Mais maman, criait-il presque. Tu ne comprends pas. Ils viennent pour moi. Pour Valérie, pour Perle. Je comprends, ai-je répondu calmement. Et je veux t'aider, mais pas de la manière que tu demandes. Cédric m'a regardé avec une expression perplexe. Que veux-tu dire? Je t'aiderai à trouver un conseiller financier, ai-je dit. Quelqu'un pour t'aider à élaborer un plan pour rembourser tes dettes. Je peux te donner 5 000 euros. C'est tout ce que je peux me permettre. Mais à la condition que tu cherches une aide professionnelle pour ta dépendance au jeu. Son visage s'est tordu de colère. 5 000 euros? Tu te moques de moi? Ça ne couvre même pas une fraction de ma dette. Ce pourrait être un acompte, ai-je dit. Montre à tes créanciers que tu es sérieux au sujet du remboursement de ta dette. Et pour le reste, tu dois faire un plan. Je n'ai pas le temps pour les plans. Cédric a sauté du canapé. Ils m'ont donné jusqu'à vendredi, 3 jours. Qu'est-ce que je suis censé faire? Parle-leur, ai-je suggéré. Explique la situation. Montre-leur que tu as une partie de l'argent et un plan pour le reste. Tu ne connais pas ces gens. Cédric a souri amèrement. Ce ne sont pas du genre à négocier. Je me suis levé et je me suis approché de lui, posant une main sur son épaule. Alors peut-être devrions-nous aller à la police. Si toi et ta famille êtes menacés. Non, a-t-il interrompu brusquement.
Pas de police. Ça ne ferait qu'empirer les choses. J'ai reculé, sentant ma frustration grandir. Alors je ne sais pas ce que je peux faire d'autre, Cédric. Je t'ai offert ce que je pouvais. 5 000 € et de l'aide pour trouver un soutien professionnel. Il m'a regardé avec un air d'incrédulité qui s'est lentement transformé en colère. Tu ferais vraiment ça? Tu laisserais ton fils unique dans le pétrin, ton unique enfant? Je ne te laisse pas dans le pétrin, ai-je dit fermement. Je propose de t'aider, mais pas le genre d'aide que tu veux. Cédric a secoué la tête, le visage tordu de rage. Tu as toujours été comme ça, Radine, comme papa. Vous avez tous les deux toujours tenu à votre précieux argent comme si c'était plus important que tout. L'argent n'est pas plus important que tout, ai-je répondu calmement. Mais le respect, l'honnêteté, la responsabilité sont plus importants, et tu as montré que tu n'avais aucune de ces qualités. Il s'est détourné, serrant les poings. Je n'arrive pas à y croire. Ma propre mère refuse de m'aider. Je ne refuse pas d'aider, ai-je répété. Je refuse de te donner toutes mes économies sans aucune garantie que tu ne les dépenseras pas dans un autre pari. Cédric s'est tourné brusquement vers moi. Tu penses que je suis si irresponsable que ça, que je vais prendre ton argent et aller jouer? N'est-ce pas? Ai-je demandé. N'est-ce pas comme ça que tu t'es mis dans cette situation? En essayant constamment de te refaire, en faisant des paris de plus en plus gros. Il n'a pas répondu. Et j'ai réalisé que j'avais touché la cible. Cédric, ma voix s'est adoucie. Je veux que tu comprennes. Même si je te donnais tout mon argent maintenant, ça ne résoudrait pas le problème. Tu paierais cette dette, mais qu'est-ce qui t'empêcherait de jouer à nouveau? De t'endetter à nouveau? Le problème n'est pas l'argent, c'est l'addiction. Je n'ai pas d'addiction, a-t-il dit obstinément. Mais sa voix semblait moins assurée. Je me suis juste un peu emporté. Cédric, tu as essayé de voler de l'argent à ta propre mère, lui ai-je rappelé gentiment. Ce n'est pas un peu emporté. C'est un problème sérieux. Il s'est laissé retomber sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains. Je ne sais pas quoi faire, maman. Vraiment pas. Il avait l'air si perdu à ce moment-là, si semblable au petit garçon que je réconfortais autrefois après un cauchemar. Mon cœur me faisait mal de vouloir simplement lui donner ce qu'il demandait, de résoudre ses problèmes d'un seul coup. Mais la raison disait que ce serait une erreur. Cela ne l'aiderait pas à long terme. Faisons comme ça, ai-je suggéré en m'asseyant à côté de lui. Demain, nous irons voir un conseiller financier ensemble. J'en connais un bon, Benjamin Courtois. Il m'a aidé avec des investissements après la mort de ton père. Il pourrait peut-être trouver des solutions. Et je te donnerai 5 000 €, pas plus, à condition que tu t'inscrives à un programme de traitement de la dépendance au jeu. Cédric a levé la tête, les yeux rouges. Et si ça ne marche pas? S'il n'accepte pas d'attendre? Alors nous penserons à d'autres options, ai-je dit. Mais d'abord, essayons de cette façon. Il est resté silencieux un long moment, puis a hoché la tête lentement. D'accord, essayons. Mais je ne suis pas sûr que ça marchera. Je ne suis pas sûr non plus, ai-je admis honnêtement. Mais nous devons essayer. Cédric s'est levé, l'air épuisé. Je dois y aller. Valérie va s'inquiéter. Lui diras-tu la vérité? Ai-je demandé. Sur le montant de la dette. Il a hésité, puis a hoché la tête. Je vais devoir. Elle mérite de savoir. Je l'ai accompagné à la porte. Avant de partir, il s'est tourné vers moi. Maman, je suis désolé pour la carte. Je n'aurais pas dû faire ça. Non, tu n'aurais pas dû, ai-je acquiescé. Mais je suis contente que tu l'admettes. Il a hoché la tête et s'est dirigé vers la voiture. Je suis restée sur le seuil, le regardant s'éloigner, le cœur lourd. Mon fils était en difficulté, de sérieuses difficultés, et je n'étais pas sûre de pouvoir l'aider. De retour dans la maison, je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai longuement regardé la photo d'Émile. Que dirait-il maintenant? Approuverait-il ma décision? Ou insisterait-il sur des mesures plus sévères? Je n'avais pas les réponses à ces questions. Je savais seulement que demain serait un nouveau jour, et que Cédric et moi avions une route difficile devant nous. Une route pour reconstruire non seulement ses finances, mais aussi notre confiance. Le téléphone a sonné, me tirant de ma rêverie. C'était Valérie. Hélène. Sa voix semblait tendue. Cédric vient de rentrer. Il m'a parlé des dettes et de ce qu'il a essayé de faire avec ta carte. Oui,
ai-je répondu doucement. C'est vrai. Je ne savais pas, a-t-elle dit rapidement. Je jure que je ne savais pas qu'il prévoyait de te voler. Je pensais qu'il allait juste demander un prêt. Je me suis souvenu de Perle disant qu'elle avait entendu mes parents parler de mon argent. Valérie en savait manifestement plus qu'elle ne l'admettait, mais ce n'était pas le moment des accusations. Ce qui est important, c'est ce qui se passe maintenant, ai-je dit. Cédric a des ennuis et il a besoin d'aide. Une vraie aide, pas seulement de l'argent. Je sais, sa voix tremblait. Je soupçonnais depuis longtemps qu'il avait un problème de jeu, mais je n'avais pas réalisé que c'était aussi grave. 20 000 euros. Je ne sais pas comment nous allons payer ça. Nous trouverons un moyen, ai-je dit, surprise de ma propre assurance. Nous allons voir un conseiller financier demain. Peut-être qu'il pourra proposer un plan. Je peux venir avec vous ? A demandé Valérie. Cela me concerne aussi. Bien sûr, ai-je accepté. Plus Cédric aura de soutien, mieux ce sera. Après avoir parlé à Valérie, je me sentais un peu mieux. Au moins, elle semblait comprendre la gravité de la situation et était prête à aider. Mais le problème restait. Cédric était menacé par des gens à qui il devait une grosse somme d'argent, et nous n'avions que 3 jours pour trouver une solution. J'ai passé le reste de la soirée à réfléchir à mes options. 5 000 euros, je pouvais les donner tout de suite. Ils faisaient partie du montant que j'avais retiré du compte et que j'avais gardé pour les dépenses courantes. Mais les 15 000 autres. Je ne pouvais pas me permettre de donner toutes mes économies, même si je le voulais. C'était de l'argent pour ma vieillesse, pour des frais médicaux imprévus. Peut-être que Benjamin serait effectivement en mesure de proposer une sorte de solution. Ou peut-être que Cédric pourrait négocier avec ses créanciers des paiements échelonnés. Quoi qu'il en soit, nous avions une journée chargée devant nous demain. Avant d'aller me coucher, j'ai vérifié une fois de plus les serrures des portes. Non pas parce que j'avais peur que Cédric revienne avec de mauvaises intentions, mais simplement par l'insécurité qui persistait depuis que j'avais appris sa tentative de vol. Ma vie, qui avait semblé si prévisible et mesurée, s'était soudainement transformée en un drame plein de dangers et d'incertitudes. Mais une chose dont j'étais sûre, je ne laisserais plus Cédric m'utiliser. Je l'aiderais, mais à mes conditions. Et s'il n'était pas prêt à accepter cette aide, alors il devrait trouver un autre moyen de sortir de la situation dans laquelle il s'était mis. C'est avec cette ferme résolution que je me suis finalement endormie, me préparant pour demain et tout ce que cela apporterait. 3 mois se sont écoulés en un clin d'œil. Verneuil était tombé dans l'hiver, avec ses journées courtes, ses vents froids et ses rares chutes de neige. Je regardais les saisons changer depuis la fenêtre de ma cuisine, notant comment non seulement les arbres et les rues changeaient, mais aussi ma propre vie. Beaucoup de choses avaient changé depuis cette conversation avec Cédric. Nous étions allés voir un conseiller financier, Benjamin Courtois, comme je l'avais suggéré. Benjamin, un homme plus âgé aux yeux bienveillants et au caractère solide, a écouté attentivement l'histoire de Cédric, a posé quelques questions pointues et a proposé un plan d'action. Premièrement, Cédric devait reconnaître sa dépendance et chercher de l'aide. C'était ma condition. Deuxièmement, il était nécessaire de négocier avec les créanciers des paiements échelonnés. Troisièmement, un budget strict devait être établi pour rembourser la dette le plus rapidement possible. J'ai donné à Cédric les 5 000 euros promis, mais pas pour rien. Benjamin a suggéré d'ouvrir un compte spécial à partir duquel l'argent ne pourrait aller qu'au remboursement de la dette. Cédric a accepté ces conditions à contre-cœur. Il n'avait pas le choix. Ce fut plus difficile avec les créanciers. Cédric ne voulait pas que je sois présente pour cette conversation, mais a insisté pour que Benjamin l'accompagne. Ils sont revenus 3 heures plus tard. Cédric avait l'air épuisé mais soulagé. Ils ont accepté le plan de paiement échelonné, a-t-il dit. À condition que je paie 2 000 euros par mois et que je fasse le premier versement immédiatement. Les 5 000 premiers euros sont partis d'un coup. Le reste, Cédric devait le payer avec son salaire et tout revenu supplémentaire qu'il pourrait trouver. Valérie l'a soutenu en prenant un deuxième emploi le soir au supermarché local. Cédric a commencé à assister à un groupe de soutien pour les personnes dépendantes au jeu dans une ville voisine, une autre de mes conditions. Pendant le premier mois après ces événements, nous nous sommes à peine parlé. Cédric était occupé par le travail et la thérapie, et moi, je lui ai juste donné de l'espace, et à moi aussi. Le deuxième mois, il a appelé quelques fois. Les conversations étaient tendues, maladroites. Il parlait de ses succès au sein du groupe de soutien, mais je pouvais entendre le ressentiment dans sa voix. Il pensait toujours que j'aurais dû lui donner tout l'argent d'un coup,
résoudre son problème en un claquement de doigts. Tu ne me fais pas confiance, a-t-il dit lors d'un de ses appels. Tu ne l'as jamais fait. Ce n'est pas une question de confiance, Cédric, ai-je répondu. C'est une question de responsabilité. Tu es un homme adulte, et ce sont tes problèmes. Je fais ce que je peux, mais je ne peux pas les résoudre pour toi. Tu aides ce que tu peux, a-t-il souri amèrement. 5 000 € sur tes 30 000 ? C'est ce que tu appelles aider ? Je n'ai pas pris la peine de lui rappeler que j'avais en réalité 28 000 €, pas 30 000, et que 5 000 € représentaient près d'un cinquième de mes économies. Cela n'avait pas d'importance. Cédric voyait la situation à sa manière, et aucun argument ne pouvait le faire changer d'avis. Le 3e mois, les appels sont devenus encore moins fréquents. Perle a demandé plusieurs fois à Valérie pourquoi il ne rendait plus visite à grand-mère. Je le savais parce que je suivais maintenant des cours d'informatique à la bibliothèque locale et l'une des membres du groupe, Hélène, vivait à côté de Cédric et Valérie. Elle est devenue, sans le vouloir, ma source d'information. J'ai vu votre petite fille hier, a dit Hélène à la mi-février alors que nous rentrions ensemble des cours. C'est une si gentille fille. Elle a demandé à sa mère quand il viendrait vous rendre visite. Et qu'est-ce que Valérie a dit, ai-je demandé, en essayant de garder une voix désinvolte. Hélène a haussé les épaules. Quelque chose comme « Bientôt, ma chérie. Bientôt ». Vous savez comment les parents répondent généralement quand ils ne veulent pas donner de réponse précise. J'ai hoché la tête, sentant une douleur familière dans ma poitrine. Perle me manquait. Elle était la victime innocente dans cette situation, ne comprenant pas pourquoi elle avait soudainement cessé de voir la grand-mère qu'elle visitait si souvent. Les cours d'informatique sont devenus un exutoire pour moi. 2 fois par semaine, j'allais à la bibliothèque, je m'asseyais devant un ordinateur avec d'autres personnes âgées et j'apprenais les compétences de base sous la direction de Ryan, un jeune mais patient instructeur. J'ai appris à utiliser les emails, à rechercher des informations sur Internet et j'ai même créé un compte sur les réseaux sociaux, même si je n'étais pas encore tout à fait sûre de ce que j'allais en faire. Mais surtout, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Outre Hélène, le groupe comprenait Georges, un ancien professeur d'histoire à l'esprit vif et au sens de l'humour aiguisé. Éléonore, une veuve comme moi, mais avec une vision plus optimiste de la vie, et Patrick, un retraité qui avait décidé d'apprendre à utiliser un ordinateur pour communiquer avec ses petits-enfants vivant à l'étranger. Nous avons commencé à nous voir non seulement en cours. Parfois, nous nous réunissions dans un café local après les cours, discutant des nouvelles et partageant des histoires de vie. Georges nous a invités à des projections hebdomadaires de films classiques au club local. Éléonore a organisé un club de lecture. Progressivement, j'ai trouvé que ma vie se remplissait de nouvelles couleurs, de nouvelles personnes, de nouveaux intérêts. Et juste au moment où je commençais à sentir que je pouvais avancer sans Cédric et sa famille, l'appel de Valérie est arrivé. C'était un samedi matin. Je venais de rentrer du marché des producteurs où j'étais allée avec Éléonore. Nous avions acheté des légumes frais, du pain de campagne et un pot de miel d'un apiculteur local. Je rangeais juste les courses quand le téléphone a sonné. Hélène. La voix de Valérie semblait incertaine, comme si elle hésitait à appeler. C'est Valérie. Bonjour, Valérie, ai-je répondu, en essayant de paraître neutre. Comment vas-tu? Bien, une pause. Écoute, Perle te manque beaucoup. Elle n'arrête pas de demander quand elle pourra te voir. J'ai senti mon cœur se serrer à la pensée de ma petite fille. Elle me manque aussi, ai-je dit honnêtement. Je me demandais, peut-être que je pourrais te l'amener juste pour quelques heures. Cédric n'a pas forcément besoin de le savoir. La suggestion m'a surprise. Tu veux cacher une visite à sa propre mère à Cédric? Pas exactement, a dit Valérie rapidement. C'est juste, il est toujours blessé. Il pense que tu l'as trahi en ne lui donnant pas tout l'argent d'un coup. Et il nous a interdit de te rendre visite. J'ai senti la colère monter en moi. Cédric interdisait à sa famille de me voir. Utilisait sa fille comme un instrument de punition. Valérie, ai-je dit, en essayant de rester calme. Je serais heureuse de voir Perle, mais je ne veux pas que Cédric et toi vous disputiez à ce sujet, et je ne veux pas apprendre à Perle qu'il est normal de cacher des choses à ses parents. Je comprends, Valérie. Mais c'est une situation difficile. Cédric, il a changé ces derniers mois. La thérapie l'aide. Il n'a plus de crise, mais il est devenu plus renfermé, plus rigide, surtout quand il s'agit de toi. J'ai réfléchi. D'un côté, je ne voulais pas aggraver le conflit avec Cédric.
D'un autre côté, je voulais vraiment voir Perle. Et peut-être que cette visite pourrait être le premier pas vers la réconciliation. D'accord, ai-je finalement dit. Amen Perle. Mais à une condition. Tu dois dire la vérité à Cédric. Ce n'est pas obligé d'être à l'avance. Tu peux lui dire après, mais je ne veux pas que ce soit un secret. Valérie a hésité un instant, puis a accepté. D'accord, je lui dirai. Nous avons convenu de nous voir le lendemain, dimanche, à 11 heures. Après avoir raccroché, je suis restée assise à regarder par la fenêtre pendant un long moment. Perle me manquait, mais je n'étais pas sûre d'être prête à affronter à nouveau les conséquences du drame de Cédric. Ces derniers mois avaient été une période de calme et de nouvelles découvertes pour moi. J'avais commencé à construire une vie où je n'étais pas seulement une mère ou une grand-mère, mais où j'étais moi-même, Hélène Picard, une femme avec ses propres intérêts et amis. Mais Perle était la partie innocente dans tout cela. Elle n'avait pas à souffrir du conflit entre les adultes. Le dimanche, je me suis levée tôt, j'ai fait des cookies aux pépites de chocolat, la friandise préférée de Perle, et j'ai mis la maison en ordre. À 11 heures précises, la sonnette a retenti. Valérie se tenait sur le seuil, tenant la main de Perle. La petite avait l'air un peu plus grande qu'il y a 3 mois. Ses cheveux blonds étaient rassemblés en 2 couettes, et elle portait un nouveau manteau rouge. « Mamie !» s'est-elle exclamée en se jetant à mon cou. « Tu m'as tellement manqué !» Je l'ai serrée dans mes bras, sentant les larmes me monter aux yeux. « Toi aussi, ma chérie. Tu m'as vraiment, vraiment manqué. » Valérie se tenait à côté, se dandinant maladroitement d'un pied sur l'autre. « Je viendrai la chercher à 14 heures, d'accord ?» a-t-elle demandé. « J'ai quelques courses à faire en ville. » J'ai hoché la tête et Valérie est partie rapidement, nous laissant seuls, Perle et moi. « J'ai une surprise pour toi, » ai-je dit en conduisant ma petite fille dans la cuisine. « Devine ce que j'ai préparé. » « Des cookies aux pépites de chocolat, » s'est exclamée Perle en voyant l'assiette sur la table. « Mes préférés. » Nous avons passé une merveilleuse matinée ensemble. Perle a parlé de l'école, de ses amis, de sa nouvelle professeure d'art plastique qui faisait l'éloge de son travail. J'écoutais, posant des questions, profitant de chaque instant avec elle. Après les cookies et le chocolat chaud, nous sommes allés dans le salon où Perle a remarqué mon ordinateur portable, une acquisition récente que j'avais faite après mon cours d'informatique. « Mamie, tu as un ordinateur ?» s'est-elle émerveillée. « Tu sais t'en servir ?» « Bien sûr », ai-je répondu fièrement. « Je suis même des cours spéciaux. Veux-tu que je te montre ce que j'ai appris ?» J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai montré à Perle comment utiliser les emails, comment rechercher des informations sur Internet. Elle était ravie, surtout quand j'ai trouvé un jeu éducatif adapté à son âge. « Tu es si intelligente, mamie », a-t-elle dit en me regardant avec admiration. Papa disait que les personnes âgées ne savent pas utiliser les ordinateurs. J'ai légèrement froncé les sourcils. Eh bien, ton papa n'a pas tout à fait raison. L'âge n'empêche pas d'apprendre de nouvelles choses. C'est juste une question de volonté. Perle a hoché la tête sérieusement, prenant cette information à cœur. « Pourquoi ne viens-tu plus chez nous ?» a-t-elle demandé soudainement. « Et pourquoi ne venons-nous plus chez toi ? Papa se fâche quand je pose des questions sur toi. » J'ai soupiré, ne sachant pas comment expliquer une situation compliquée à une enfant de 6 ans. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord entre eux. Ai-je commencé avec précaution. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. C'est juste qu'ils ont besoin de temps pour régler leurs sentiments. Comme quand Lizzie et moi nous sommes disputés pour la poupée, a demandé Perle. On ne s'est pas parlé pendant une journée et puis on s'est réconciliés. Oui, quelque chose comme ça, ai-je souri. Sauf que les adultes mettent parfois plus de temps à se réconcilier. C'est idiot, a dit Perle avec une candeur enfantine. Il suffit de dire pardon et de se faire un câlin. Si seulement c'était aussi simple, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Tu sais quoi, ai-je dit à la place. Dessinons quelque chose pour ton papa. Peut-être que ça l'aidera à être moins en colère. Perle a accepté avec enthousiasme, et nous avons passé l'heure suivante à dessiner et à colorier. Elle nous a dessinés tous les trois, elle-même, Cédric et moi, nous tenant la main sous un soleil radieux. Au-dessus du dessin, en grandes lettres, elle a écrit « J'aime ma famille ». En regardant ce dessin, j'ai senti une boule dans ma gorge. Pour Perle, c'était simple. Elle aimait son père. Elle aimait sa grand-mère. Et nous étions censés nous aimer les uns les autres. Le monde des adultes avec ses complexités,
Ses ressentiments et ses déceptions lui étaient incompréhensibles. À 14 heures, Valérie est revenue. Elle avait l'air un peu nerveuse mais a souri en voyant Perle lui montrer fièrement son dessin. « C'est pour papa », a expliqué la petite. « Pour qu'il arrête d'être fâché contre mamie. » Valérie m'a lancé un regard d'excuse. « C'est un très joli dessin, ma chérie. Papa va être très content. » Tandis que Perle allait rassembler ses affaires, Valérie m'a dit doucement. « Je suis désolée pour ça. Nous ne lui disons pas que Cédric est en colère contre toi, mais les enfants sentent ce genre de choses. » « Ce n'est rien, ai-je répondu. C'est une fille intelligente et très observatrice. » Valérie a souri faiblement. « Écoute, Hélène. Cédric ne sait pas que nous sommes ici. Je vais lui dire, comme je l'ai promis, mais ce ne sera peut-être pas une conversation facile. » Je comprends. J'ai hoché la tête. Et j'apprécie que tu aies amené Perle malgré ça. Elle n'a pas à souffrir parce que Cédric et moi ne sommes pas d'accord. Valérie m'a regardé avec reconnaissance. Tu as raison. Et tu sais, Cédric commence à le réaliser aussi. Il change, lentement mais sûrement. La thérapie l'aide, et le fait qu'il ne joue plus maintenant. Je suis contente de l'entendre, ai-je dit sincèrement. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrions venir ensemble, a suggéré Valérie timidement. Tous les trois. Je ne peux pas promettre, mais je vais essayer de le convaincre. J'en serai très heureuse, ai-je répondu. Ma porte vous est toujours ouverte. Après leur départ, je suis restée assise dans le fauteuil pendant un long moment, pensant à notre conversation. Peut-être y avait-il une chance de réconciliation avec Cédric. Pas immédiatement, pas rapidement, mais progressivement. Et c'était bien. Pas pour moi, mais pour Perle. Le soir, je suis allée à la projection hebdomadaire de films classiques avec Georges, Éléonore et les autres membres de notre groupe d'informatique. Nous avons regardé Les Enfants du Paradis, un film que je n'avais pas vu depuis des années. Après la projection, nous sommes allés dans un café en face, discutant du film et partageant nos impressions. « Comment s'est passée ta rencontre avec ta petite fille ?» a demandé Éléonore quand nous étions seuls à table. Je lui avais parlé des projets de Valérie d'amener Perle. « C'était merveilleux, ai-je répondu. C'est une fille si intelligente et observatrice, et elle a tellement grandi en ces 3 mois. »« Et ton fils ?» a demandé Éléonore prudemment. « A-t-il fait des progrès ?» J'ai soupiré. « Pas encore, non. Mais peut-être que quelque chose changera bientôt. » Valérie dit qu'il change. La thérapie l'aide. Éléonore a hoché la tête. « Donne-lui du temps. C'est parfois difficile pour les hommes d'admettre leurs erreurs, surtout devant leur mère. »« Je sais, ai-je dit. Et je suis prête à attendre. Mais je ne le laisserai plus m'utiliser ou me manipuler. Ce temps est révolu. » Bien dit. Éléonore a levé sa tasse de café dans un toast ludique. À la nouvelle Hélène Picard, une femme qui connaît sa valeur et s'est posé des limites. J'ai souri et j'ai levé ma tasse, trinquant avec elle. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé à la façon dont ma vie avait changé en ces 3 mois. Le conflit avec Cédric, qui avait semblé être une catastrophe au début, m'avait en fait ouvert de nouvelles opportunités. J'avais trouvé de nouveaux amis, de nouveaux intérêts, une nouvelle confiance en moi. Bien sûr, la douleur de la trahison de Cédric n'avait pas complètement disparu. Elle persistait encore dans les moments calmes où j'étais seule avec moi-même. Mais cette douleur ne me définissait plus. Ce n'était qu'une partie de mon histoire, pas toute l'histoire. À la maison, j'ai vérifié mes emails, une nouvelle habitude que j'avais prise en cours. Parmi les courriers promotionnels et les notifications de la bibliothèque se trouvait un message de Patrick m'invitant à un cours de cuisine le samedi suivant. Notre groupe a décidé d'apprendre à cuisiner des plats italiens, écrivait-il. Viens nous rejoindre. Ce sera amusant. J'ai souri et j'ai répondu par l'affirmative. Une autre nouvelle aventure dans ma nouvelle vie. Avant d'aller me coucher, j'ai sorti la photo d'Émile et je lui ai parlé comme d'habitude. Tu sais, Émile, ai-je dit en regardant son visage souriant. Je pense que tu serais content de moi maintenant. J'ai enfin appris à m'affirmer. C'est juste dommage que j'ai dû en arriver à de telles extrémités avec Cédric. La photo, bien sûr, n'a pas répondu, mais il me semblait qu'Émile hochait la tête en signe d'approbation, quelque part là-bas, dans l'inconnu où il était parti il y a 5 ans. Je me suis couchée avec un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis longtemps. Je ne savais pas ce que l'avenir apporterait, si Cédric et moi nous réconcilierions, si je serais capable de lui faire à nouveau entièrement confiance.
Mais je savais une chose. Quoi qu'il arrive, je pourrais y faire face. Parce que maintenant, je n'avais pas seulement une responsabilité envers les autres, mais aussi une responsabilité envers moi-même. Et cela me donnait une force que je ne connaissais pas auparavant. C'est avec cette pensée que je me suis endormie, prête pour un nouveau jour et tout ce qu'il apporterait. À 65 ans, j'entamais enfin un nouveau chapitre de ma vie. Et malgré toutes les difficultés, il promettait d'être intéressant.